Alors, on en arrive à la troisième partie de cette vidéo sur la structure de l'anneau Z sur NZ, qui est le théorème peut-être le plus abstrait dans ce chapitre, à savoir le terme chinois que j'énonce ici, et qui affirme donc que si M et N sont deux entiers naturels non nuls premiers entre eux, alors on a un isomorphisme d'anneau entre l'anneau Z sur NZ et l'anneau produit Z sur MZ, Z sur NZ. Avant de discuter ce théorème, on va d'abord rappeler une propriété. On va énoncer le fait qu'il existe pour A et A majuscules deux entiers qui sont divisibles dans ce sens, une application de Z sur AZ dans Z sur petit az, qui va être un morphisme d'anneau et qui est défini en envoyant la classe de A, une classe modulo A sur la classe de l'entier correspondant modulo petit a. Alors, on va démontrer ça, mais avant ça, on va peut-être s'en convaincre sur un exemple concret. Alors, prenons l'exemple concret, Z sur A, A minuscule égale à 10 et A majuscule égale à 10 est égal à 100. Alors, Z sur 10Z, c'est donc les classes modulo 10 de 0 jusqu'à 9. Et Z sur 100Z, c'est les classes de 0 modulo 100 jusqu'à 99 modulo 100. Alors, qu'est-ce qui va faire ce morphisme? Le morphisme ici, donc ici, il faut s'imaginer qu'un élément de ça, c'est essentiellement se donner un entier, mais on ne se souvient que des deux dernières décimales de l'entier. Eh bien, ce morphisme va prendre donc ces deux dernières décimales et ne retenir que la toute dernière décimale. Donc, par exemple, ça on va envoyer, on va le dire en français, ce morphisme ne retient des deux décimales ou des deux derniers plutôt chiffres de l'écriture en base 10, ce morphisme ne retient des deux derniers chiffres de l'écriture en base 10 d'un entier que le dernier chiffre. Et vous êtes d'accord avec moi, j'imagine que quand il s'agit de déterminer ce que vaut le dernier chiffre dans un produit, par exemple, de deux entiers, eh ben, il suffit de connaître, pour ces deux entiers qu'on veut multiplier, leur dernier chiffre. Il n'est pas nécessaire de connaître les deux derniers chiffres. Donc c'est cette propriété qui va entraîner que cette application va être, par exemple, un morphisme d'anneau. Alors, définissons correctement ce truc, après avoir essayé de donner une intuition. Alors, ce qu'il faut vérifier, c'est que cette application est bien définie. Donc, on va l'appeler psi, cette application. Montrons que psi est bien définie. OK. Pour ça, il faut qu'on vérifie que cette classe modulo A est indépendante du représentant choisi. Donc, soit ils ont grand X dans Z sur AZ, un élément de Z sur AZ, et ils ont K, un élément de grand X, de sorte que X soit égal à la classe de petit k modulo grand A, et ça, c'est l'ensemble des entiers qui s'écrivent petit k plus un multiple entier de Z, de A, majuscule. OK, et on va s'en donner un deuxième. Donc,
donc soit K1 et K2, ou disons soit K et L dans grand X, notre but est de montrer que la classe de K modulo petit a est égale à la classe de L modulo petit a. Donc cette application est bien définie, indépendante de qui on a choisi dans la classe pour représenter la classe. Bon, ben, puisque K et L appartiennent à la même classe modulo A majuscule, il existe un entier N relatif, peut-être un entier P relatif, tel que K moins L soit égal à P A majuscule. Par hypothèse, A majuscule est un multiple de petit a. Donc il existe un entier Q tel que A majuscule, même un entier positif, puisqu'on a pris A et A majuscule, les entiers non nuls, tel que A majuscule soit égal à Q fois petit a. Alors, K moins L est donc égal à PA, qui est égal à PQ petit a. Et ça me dit que K et L sont équivalents pour la relation d'équivalence congrue modulo A, minuscule. Et ça me dit que la classe définie par petit k pour la relation congruence modulo petit a coïncide avec la classe définie par L. Donc cette application psi est bien définie. Et ensuite, pour montrer que c'est un morphisme d'anneau, il suffit de montrer que ça envoie l'unité sur l'unité. L'unité, c'est la classe de 1. La classe de 1 va être envoyée sur la classe de 1. Et pour l'addition, pour montrer que psi transforme une somme en la somme des images, il suffit de revenir à la définition de la somme, et de même pour le produit. Donc je vous laisse à votre soin cette vérification. Alors, on passe à la portion démonstration du théorème chinois. Rappelons les ingrédients qu'on a pour l'instant. On se donne deux entiers m et n premiers entre eux. D'après le théorème de Bézout, on peut trouver deux entiers relatifs u et v qui satisfont à cette équation. Et en utilisant la propriété qu'on vient de d'énoncer et de démontrer, puisque m divise mn et n divise mn, on a deux morphismes d'anneaux, psi m et psi n, de z sur mnz vers z sur mz et de z sur mnz vers z sur nz, qui envoient k sur la classe de k modulo mn sur la classe de k modulo m modulo n respectivement. Et quand on met ces deux morphismes d'anneaux ensemble, on obtient un morphisme d'anneaux psi de z sur mnz vers le produit des anneaux z sur m, z et z sur nz. Alors, ce qu'on va montrer, c'est que psi est un isomorphisme d'anneaux montrons que psi est un isomorphisme. Alors, c'est un morphisme d'anneaux, et comme ce sont des anneaux finis, eh ben, il suffit de... c'est un morphisme d'anneaux, donc il suffit de démontrer que c'est une bijection. La bijection inverse, c'est comme avec les morphismes de groupe, sera forcément un morphisme d'anneaux. Il suffit donc de démontrer que psi est bijective, et comme on a affaire à des ensembles finis, il suffit de démontrer que soit que psi est injective, soit que psi est surjective. Alors, pour la bonne mesure, on va faire les deux. Même si, à strictement parler, il suffirait de démontrer que psi est injective ou psi est surjective. Donc, montrons déjà que psi est, disons, injective. Alors, donc, puisque psi est en particulier un morphisme de groupe, il suffit de montrer que son noyau est réduit à 0. Donc, idest, comme psi est en particulier
un morphisme de groupe, il suffit de montrer que le noyau de psi est réduit au singleton 0. Ok, donc soit K dans le noyau de psi. Alors, et là on va marquer indice Mn puisque c'est une classe modulo Mn. Donc par hypothèse, on a que l'image de psi de la classe K, qui est égale au couple des classes de K modulo M et N respectivement, est égale à 0, 0. Et ça signifie que K est un multiple à la fois de M et de N. Donc, K, disons, donc N, M divise K. Ça c'est car la classe de K modulo M vaut 0. Et N divise K. À nouveau, puisque la classe de K, cette fois modulo N, est nulle. Mais M et N sont premiers entre eux. Et donc, il découle du lemme d'Euclide que Mn divise K. Mais ça signifie très exactement que la classe de K modulo Mn est nulle. Ok, donc là on a a priori en fait même déjà fini. On sait que psi est injective puisque c'est une application entre des ensembles qui ont le même cardinal, à savoir m fois n. C'est automatiquement une bijection. Et ça nous dit que psi est un morphisme d'anneau bijectif, sa réciproque est automatiquement un morphisme d'anneau. Donc c'est un isomorphisme d'anneau. Montrons quand même la surjectivité. Et donc ici, on va se servir de cette relation de Bézout. De psi. Alors, cette fois, on va se donner un couple KL à atteindre. Donc soit K modulo M et L modulo N, un élément de Z sur MZ croix Z sur NZ. Et ce que nous on cherche, c'est un entier dont modulo Mn, dont la trace modulo M et la trace modulo N sera K et L respectivement. Alors, donc posons, donc rappelons qu'on a deux entiers U et V qui vérifient UM plus Vn égale à 1. Et posons maintenant un entier X qui sera défini par KVN plus L UM. Alors, donc, ce qu'on va montrer, c'est que l'image par psi de la classe de X, ben, c'est exactement le couple classe de K modulo M, classe de L modulo N. Bon, allons-y. Donc, montrons ça. Alors, quelle va être l'image par psi M de la classe de X? Ça, c'est juste la classe modulo Mn. Ça, c'est juste la classe de X modulo M. Et modulo M,
modulo m, qu'est-ce qu'on a? On a obtenu que ça... Pardon, on peut écrire que x, c'est égal à kvn moins LUM. Ça ne compte pas modulo m. Donc ça, c'est égal à la classe de kvn modulo m. Mais on peut aussi remarquer que ceci est égal à la classe de k fois 1, donc fois Vn plus Um, puisque à nouveau, lui ne va rien contribuer. Et ceci, c'est 1. Donc lui ne contribue rien, puisqu'on travaille modulo m. Au final, on tombe sur la classe de k modulo m. Alors, montrons ensuite la deuxième coordonnée, l'égalité sur la deuxième coordonnée. De même, donc psi n de la classe de x modulo mn, c'est la classe de x modulo n. Même histoire. Ça, c'est égal donc à la classe de kvn plus LUM. Ceci ne contribue rien modulo n, puisque c'est un multiple de n. Donc ceci est égal à la classe LUM. Et maintenant, on peut lui rajouter un multiple de n quelconque. C'est la classe de L fois UM plus Vn, puisque à nouveau, le LVN ne va rien contribuer modulo n, mais ceci, c'est 1. Donc ça, c'est égal à la classe de L modulo n. Et donc, ce qu'on a démontré, c'est que, conclusion, avec ce choix de x, qui est donc kvn plus LUM, on a obtenu que l'image par psi de la classe de x modulo mn était égale à la classe de k modulo m, virgule, la classe de L modulo n. Et ceci montre que psi est surjective. Ok, donc on a montré, sans utiliser vraiment cette... sans faire appel au fait qu'on avait de toute façon des ensembles finis, on a démontré que psi était à la fois injective et surjective, c'est-à-dire surjective. Très bien, donc ça démontre le théorème de Bézout, et on va s'arrêter après avoir fait un exemple concret de calcul de cet isomorphisme. Alors, avant de passer à un calcul concret, énonçons quand même ce corollaire important, qui est la propriété de multiplicativité de la fonction indicatrice de l'aire. Donc, si j'ai donc deux entiers m et n naturels premiers entre eux, l'isomorphisme qu'on vient de construire entre z sur mn z et le produit z sur mz fois z sur nz va induire un isomorphisme entre les unités de ces anneaux. Et puisque l'indicatrice de l'aire, c'est exactement le cardinal des unités, on va obtenir que phi de mn, donc l'indicatrice de l'aire de mn, est égale, après ce petit calcul, au produit des indicatrices de l'aire de m et de n. Alors, passons donc maintenant à un calcul concret de cet isomorphisme, dans l'exemple 12, qu'on a écrit comme 3 fois 4, avec 3 et 4 qui sont donc premiers entre eux. Alors, la première chose... faisons donc le calcul de cet isomorphisme. On va écrire toutes les classes modulo 12. Il y en a 12.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. jusqu'à 11. Et maintenant, il faut se poser la question, si on réduit modulo 3 et modulo 4 respectivement, on a pris m égale à 3 et n qui vaut 4, qui sont bien premiers entre eux, que vont devenir ces classes? Alors 0 va être envoyé sur la paire 0, 0. Donc ici, on va de z sur 12z vers z sur 3z, 3z sur 4z. 1 est envoyé sur, donc l'unité de l'anneau est envoyée sur l'unité de l'anneau produit 1. 2 va être envoyé sur 2,2. Pour l'instant, rien de bien surprenant. Alors 3, la première chose se passe, 3 modulo 3, c'est 0. Donc là, on tombe sur la classe nulle, 3. 4, 4 modulo 3, c'est 1. Par contre, modulo 4, c'est 0. 4 est envoyé sur la paire 1, 0. Alors 5, c'est 3 plus 2 et 4 plus 1. On est envoyé sur la paire 1, sur la paire 2, la paire 1. 6, 6 c'est 2 fois 3. Donc la première coordonnée va être nulle. Mais c'est aussi 4 plus 2. 7, c'est 6 plus 1. Première coordonnée vaut 1. Deuxième vaut 3. Puisque 7, c'est 4 plus 3. Là, à nouveau, il va y avoir de l'annulation. 8, c'est 6 plus 2. Mais c'est aussi 2 fois 4. Donc la deuxième coordonnée vaudra 0. Et ainsi de suite. Donc 9, c'est 3 fois 3, c'est congru à 0 modulo 3, c'est congru à 1 modulo 4. 10 est congru à 1 modulo 3 et à 2 modulo 4. Et 11, enfin, 11 est congru à 2 modulo 3 puisque c'est 9 plus 2. Et il est congru à 3 modulo 4 puisque c'est 8 plus 3. Ok, donc voici un exemple. Vous pouvez vérifier que là, on a bien tous les éléments du produit cartésien atteints exactement une fois. Récapitulons ce qu'on a fait dans ce chapitre l'anneau Z sur NZ. La première chose qu'on a fait, c'est de définir, étant donné un ensemble X et une relation d'équivalence, la notion d'une classe d'équivalence, et ensuite l'ensemble des classes d'équivalence, notée X quotienté par R. Cette notion, on l'a appliquée à l'ensemble X qui est l'ensemble des entiers relatifs, et étant donné un entier n naturel non nul, la relation congrua modulo n, qui est une relation d'équivalence. L'ensemble quotient, pour cette relation d'équivalence, c'est ce qu'on a appelé Z sur NZ. La première chose qu'on a démontré, c'est que Z sur NZ est un ensemble fini de cardinal n. On a ensuite démontré qu'on pouvait y définir une addition et une multiplication de telle sorte que l'application canonique, la projection de Z sur l'ensemble des classes d'équivalence Z sur NZ, qui a X associe sa classe d'équivalence modulo n, de telle sorte que ça, ce soit un morphisme d'anneau avec cette addition et ce produit, et la structure d'anneau standard sur Z. Ensuite, on s'est intéressé aux unités de Z sur NZ. On a remarqué que les unités de Z sur NZ, c'était exactement les générateurs du groupe additif Z sur NZ. Et on a remarqué que ça s'identifiait aux entiers entre 0 et n-1 qui sont premiers à n. On avait donc posé phi de n, le cardinal de cet ensemble, et cette identification, enfin cette bijection, nous dit que phi de n, c'est aussi le cardinal du groupe des unités de Z sur NZ. Ensuite, on avait démontré le théorème chinois, et on était passé par une petite proposition intermédiaire qui nous disait que si on avait deux entiers n
et grand N, qu'on avait appelé à l'époque petit a et grand A, de telle sorte que petit n divise grand N, alors on avait une projection canonique de z sur n majuscule z vers z sur n minuscule z, qui par exemple dans le cas pour n et grand N qui valent 10 et 100 respectivement, et l'application, au lieu de conserver les deux derniers chiffres dans le développement en base 10, je ne conserve que le dernier. Et ceci définit, de manière générale, un morphisme d'anneau. Et on s'en était servi de ce morphisme d'anneau pour construire, grâce à ces deux relations de divisibilité, deux morphismes de z sur mn z vers z sur mz et z sur nz respectivement, qu'on avait collés ensemble en un morphisme noté psi, et dont on avait montré que ça réalisait un isomorphisme d'anneau entre l'anneau z sur mnz et l'anneau produit z sur mz croix z sur nz. Et la conséquence importante qu'on avait tirée de ça, une conséquence importante, c'était la multiplicativité de la fonction indicatrice de l'aire. Donc si m et n sont deux entiers premiers entre eux, phi de mn est égal au produit de phi de m et phi de n. Voilà, donc ce qu'on peut raconter sur l'arithmétique modulaire. Je vous remercie d'avoir écouté. À bientôt.